Petite mise au point pour tous mes auditeurs et auditrices. Surtout ne faites pas de complexe suite à l'énumération de toutes mes entreprises dont je vais vous parler. Parce que quand un individu a tel besoin de se réaliser, eh bien c'est généralement parce qu'il a un énorme besoin de reconnaissance. Et qu'est-ce qui fait que ce besoin est si présent chez la personne? C'est justement parce qu'il a manqué de reconnaissance dans son enfance. Donc ne faites pas de complexe. Mais attention, la reconnaissance n'est que la satisfaction de rechange du vrai besoin primaire qui s'appelle l'amour. Un merveilleux livre parle bien de ce syndrome. Cela s'appelle « Le drame de l'enfant doué » de Alice Miller. Eh bien oui, moi quand j'étais petite, mes parents ne me voyaient pas. D'où j'ai accumulé les bêtises pour être vue, bien sûr. Et en grandissant, j'ai accumulé les performances pour qu'ils comprennent enfin, et une fois pour toutes, que je valais la peine que l'on s'intéresse à moi. Aujourd'hui, à 73 ans, je remercie mes parents de s'être comportés de la sorte, car j'ai passé toute ma vie à m'installer des défis, de plus en plus grands, de plus en plus difficiles, de plus en plus inaccessibles. Et grâce à eux, j'ai toujours reculé mes limites. Donc j'ai eu une vie, mais d'une richesse inouïe. Alice Miller appelle ça la grandiosité. L'être grandiose est admiré partout et il en a besoin. Il ne peut pas vivre sans cela. Il doit réussir brillamment tout ce qu'il entreprend. Et il y parvient généralement parce qu'il ne s'aventure que là où il a pied. Mais la dépression le guette au moindre échec. Alors il se ressent comme le petit enfant d'autrefois face au visage de sa mère dans lequel il ne trouvait pas son propre reflet. Le succès permet de nier cette frustration de l'enfance. Mais la dépression le mène au bord de cette plaie et seul le deuil de ce qui lui a manqué quand il était petit pourrait créer la cicatrice. Mais ça, c'est l'histoire de toute une vie. On devient thérapeute pour comprendre cela et se donner la chance de sortir de cette compulsion de l'affirmation de soi, qui risque d'engendrer d'énormes dépressions quand le corps n'acceptera plus de suivre cette cadence démesurée. C'est très tard dans ma vie que j'ai découvert cette théorie d'Alice Miller. Mais au fond de moi existait cette pulsion d'être vue envers et contre tout, en bien comme en mal, dans l'extravagance ou dans la générosité. Ayant à l'époque ce besoin de grandiosité sans le savoir, je m'investissais beaucoup dans ma maison, que je voulais somptueuse. Alors je me suis mise à l'organiser, à la meubler, à l'embellir. Je suis devenue une acheteuse compulsive de l'abbé Pierre. Je visite les compagnons d'Emmaüs toutes les semaines et j'accumule les meubles que je décape, que je ponce, que je repeins, que je regarnis de velours. La lessive Saint-Marc n'a plus de secret pour moi et je me promène avec des clous de tapissier dans les poches. J'accumule aussi les bonnes adresses du tissu d'ameublement. Ben oui, vous imaginez 15 pièces de 3,50 m de hauteur, ça fait des kilomètres de rideaux et de double rideaux. Mais si j'ai tout ce loisir de disposer de mon temps en dehors de mes heures de cours, c'est parce que le Père Noël m'a fait un gros cadeau qui s'appelle Marie-Louise et que nous avons appelé Nénette. Elle a 60 ans. Elle a perdu une petite fille à la naissance et ne s'en est jamais remise. Alors s'occuper de ma petite à moi, ça la réjouit. Et moi, je me réjouis d'avoir découvert une fée du logis. C'est une grosse femme de la campagne qui prend la besogne mais à bras le corps et qui en plus, elle sait tout faire. Elle débarque le matin à 7h30 et je m'envole vers mon école, vers ma liberté, vers mon indépendance, vers mes collègues avec lesquels j'ai un bon contact et avec mes élèves, vers mes élèves, mais qui me manifestent beaucoup de reconnaissance.
Et quand je rentre à la maison, eh bien tout est fait. Ah, la lessive, le repassage, le nettoyage. Et le repas mijote sur la cuisinière. C'est que du bonheur. Cela me coûte presque l'entièreté de mon traitement de prof. C'est un peu ouf, mais je m'en fous. La liberté, eh bien, ça n'a pas de prix. Alors la présence de Nénette me donne beaucoup de temps pour assouvir ma passion du moment, qui est le bricolage et la décoration. Tout en donnant le bain à ma pitchounette, je continue à ajuster les cloisons de la nouvelle salle de bain. J'ai encore des photos de cette époque. Je me rappelle avoir testé l'ajustement d'une très lourde cloison à l'arrière de la baignoire. Et comme l'ajustement me tombait pile poil, j'ai laissé derrière mes 2 flacons de bain moussant. Et je suis prête à parier qu'il s'y trouve encore 50 ans plus tard. C'est fou ce que j'ai fait dans cette maison. Je m'y suis investie pendant 10 ans. Toute l'électricité était sous forme de cordelière, dont les garnitures d'isolant me portaient en poussière. Et les boîtes de dérivation étaient des espèces de gros champignons apparents en porcelaine blanche. On risquait le feu, mais à tout moment. Il était urgent que je remonte mes manches. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai recablé toute la maison en fil apparent, bien sûr, parce que le contrôle 20 sautes n'existait pas. Cela a l'air comme ça, insurmontable. Mais en fait, c'est comme de manger un éléphant, c'est pareil. Si on mange un petit bout tous les jours, on finit par le bouffer complètement. La première stratégie dans ces cas-là, c'est de faire juste un petit essai pour commencer. Ne pas se mettre une brouette sur le dos, non, non. Activer son critère de curiosité pour voir de plus près comment c'est fait, ou comment ça marche, ou comment ça ne marche pas, ou pourquoi ça ne marche pas. Juste aller voir. Et puis on dort un petit peu là-dessus. Et puis le lendemain, si on est encore suffisamment curieux, on pousse le bouchon un petit peu plus loin, juste pour voir quelques infos en plus, voilà. Mais je n'ai toujours pas décidé de faire le boulot, en l'occurrence l'installation électrique. Non, je regarde simplement. En fait, j'essaye de m'activer, j'essaye de saliver. Et comme d'information en information, on finit par comprendre le travail, eh bien cela n'a plus rien d'inconnu. Donc ça ne fait plus peur. Et alors naît à l'intérieur de nous l'envie de se mesurer à ce travail qui n'a plus rien de compliqué. Et c'est parti. Alors on trace et ça va tout seul. Mais il y a une deuxième stratégie pour bien réussir son entreprise. C'est de se projeter dans le futur tout au long du travail. Pour se faire une représentation mentale évolutive. Par exemple, tiens, comment ce sera ce soir à la fin de la journée? Ou bien, tiens, comment ce sera samedi prochain lorsqu'on aura la visite de nos amis? Ou bien, tiens, comment ce sera dans quelques semaines quand ce sera complètement terminé? Eh bien, le fait de se projeter, ça marche. Ça donne du courage. Les gens qui stagnent et qui se découragent, c'est parce qu'ils vivent dans l'instant présent, tout en travaillant. Alors ils ne se voient pas avancer, et alors ils abandonnent. Sur 2 ou 3 années, la maison a pris un joli coup de rajeunissement. Et je commence à avoir des envies de fête. Ben oui, j'ai envie de montrer mon travail. Et comme je l'ai dit plus avant, j'ai un mari qui a besoin d'être entouré, d'avoir sa petite cour. Alors ça veut dire qu'il connaît beaucoup de monde, qu'il a beaucoup d'amis. Alors faire une fête à la maison, eh bien, c'est une véritable entreprise. Durant les premières fêtes, on invitait une vingtaine de personnes. Et 7 ans plus tard, on en invitait plus de 100. Et certains amis nous reprochaient de les avoir oubliés. Vous imaginez? La fête annuelle se faisait au moment du carnaval, pour profiter de ma semaine de congé. Durant la semaine qui précédait, eh bien, je faisais toutes les courses, en commençant par les denrées non périssables. Mais par exemple, les boissons. Je remplissais 2 caddies de whisky, de gin, de rhum et autres boissons alcoolisées. Vous imaginez? 2 caddies. Mais à l'époque, on ne buvait pratiquement pas de vin, sauf au restaurant. 2 caddies d'alcool, mais c'était l'ambiance assurée. Cela démarrait sur les chapeaux de roue et il valait mieux inviter les voisins les plus proches, évidemment. On vivait dans l'opulence. C'était avant la crise pétrolière. On allait 2 fois en vacances au Club Med, une fois à la neige et puis une fois au soleil. On était tous dans l'énergie de la consommation à l'extrême, pour créer de l'emploi, pour éviter le chômage, la fermeture des usines. Donc on avait bonne conscience en mordant dans la vie à pleines dents.
Du vendredi midi au samedi midi, je préparais le buffet froid. À moi toute seule. Ben oui, j'avais l'habitude de cela. Mes parents recevaient beaucoup de monde pour leur business. Et toute jeune, je fus mise à l'épreuve dans l'organisation d'une cuisine festive. Donc cela ne me cause aucun problème de préparer un buffet d'une vingtaine de plats. Comme cette fête se passait généralement au carnaval, eh bien j'ai proposé quelquefois aux invités qu'ils se déguisent, et de préférence en déguisement ridicule. Pourquoi? Ben parce que ça met tout le monde à l'aise, et très vite même les gens qui ne se connaissent pas, eh bien ils finissent par se tutoyer. Rencontrer des gens pour faire la fête et guindailler, même si cela ne sert à rien, et que cela ne fait pas d'aborder la planète d'intelligence, cela permet de tisser des liens même futiles. En analyse transactionnelle, ce genre de communication s'appelle le passe-temps. Et c'est beaucoup plus instructif qu'il n'y paraît. Imaginez-vous dans une fête costumée. Le choix de votre déguisement aura déjà un impact immédiat sur l'image que vous voulez donner de vous. Il aura un impact immédiat sur votre comportement qui aura tendance à se synchroniser à votre aspect extérieur. Vous risquez même de vous confondre avec le personnage et même de vous approprier son langage et ses émotions. C'est surprenant, vous savez. Un de mes amis qui fait du cinéma m'a raconté qu'un jour, lors d'un tournage qui se faisait en Suisse, où il était figurant dans une bataille en costume militaire, il s'est aperçu qu'au bout du 3e jour de tournage, eh bien, durant la pause de midi, les gradés mangeaient ensemble et les troupiers mangeaient entre eux. Alors si vous connaissez quelque chose de plus con que ça, faites-le moi savoir, parce que je trouve que c'est le comble de la bêtise. Donc une soirée déguisée libère la créativité, les inhibitions, et parfois elle en rajoute d'autres, la preuve. Mais vous est-il déjà arrivé de vous retrouver 5 ou 10 ans plus tard en face d'une personne qui faisait partie d'une même fête? Et vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie de vous raconter plein de choses à ce sujet, alors que durant la soirée, vous avez à peine échangé 3 mots. Vous comprenez maintenant pourquoi le passe-temps est important, ou les fêtes, ou les guindailles. Parce que cela ne véhicule que très peu de messages verbaux, mais par contre, le passe-temps véhicule énormément de messages corporels et émotionnels. Alors vive le passe-temps et amusons-nous dans la vie. Merci la vie.